à moi parce que je ne vivrai pas. Dans les mois, années qu'on suivit, on a dit aux parents vous attachez pas à elle, elle vit, mais vous attachez pas à elle parce qu'il va falloir que vous la placiez. Et pourtant, ses parents ont décidé de se battre. Grâce à une kinésithérapeute décidée à la faire progresser, Claire fait ses premiers pas à 6 ans. À 10 ans, elle se fait poser une dérivation pour régler son problème d'incontinence. Et depuis plus de 20 ans maintenant, elle est autonome et indépendante. Sa grande passion, la voile. Dès qu'elle le peut, elle part en mer avec ses amis. Ça étonne beaucoup de gens qui me disent « Mais Claire, sur Terre, t'as pas d'équilibre ». Je dis « Oui, mais sur mer, personne n'a d'équilibre. Donc je suis sur le même tempo que les autres. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je me sens bien. Ma vie est belle. Malgré un quotidien pas toujours simple, Claire est un exemple de joie de vivre. Et pourtant, aujourd'hui, avec le diagnostic prénatal, les fœtus atteints de spina bifida sont presque tous éliminés. Une situation révoltante pour elle. Ça m'a fait tellement mal qu'on puisse choisir à la place des personnes, qu'on puisse inciter une maman à dire, inciter une maman à avorter parce qu'on lui dit, tu sais, la vie de ton enfant n'est pas valable. Ce qu'il faudrait pour elle, c'est utiliser le diagnostic prénatal à bon escient. Il devrait pouvoir permettre de se préparer à l'accueil d'un enfant qui a un handicap. Mais ça l'est pas. Parce que ce diagnostic, il est fait aujourd'hui que pour dire, voilà, cet enfant n'est pas nickel, alors on le supprime. Aujourd'hui, Claire s'investit beaucoup pour témoigner et faire comprendre que son handicap n'est pas une fin en soi. Un beau message d'espoir pour les quelques enfants qui naissent encore chaque année atteints de spina bifida. Voilà pour ce reportage de Sibylle Delettre, un témoignage plein de sens. Sandrine de Montgolfier. Oui, tout à fait. Comment vous réagissez à ce que vous avez vu? Je réagis, je ne connais pas très bien la spina bifida, donc ce n'est pas une pathologie que je connais. Je m'interroge juste sur la dernière partie du reportage, cette notion de témoignage de famille auprès des parents qui sont confrontés à l'annonce. Parce que l'annonce d'un handicap, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à vivre. Et souvent, les médecins sont aussi un peu désemparés, enfin, je le conçois, parce qu'eux-mêmes, ils comprennent l'aspect physiologique du handicap, les conséquences physiologiques, et encore parfois ils se trompent, mais je pense que là, ils l'abordent. Mais l'aspect accueil, amour, partage, développement, ils ne le connaissent peut-être pas forcément. Et c'est là où je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à développer, mais qui peut prendre du temps, qui est peut-être difficile, mais qu'il faudrait trouver un moyen de permettre une rencontre pour que ces parents puissent choisir en conscience, enfin au moins être au courant de cette pathologie, de mieux la connaître, de mieux la comprendre. Il existe des associations pour chacune de ces pathologies, et donc il serait bon qu'un parent à qui on annonce votre enfant est porteur d'un handicap, on vous propose effectivement une interruption médicale de grossesse, mais on peut proposer autre chose, en tout cas rencontrer telle association, parce que nous, on n'est pas capable en tant que médecin d'en parler. Voilà. Mais regardez le côté dramatique. Vous annoncez un monsieur, dans le cadre d'un couple, qui va avoir un enfant qui est porteur de la chorée du Quinton, qui va développer la chorée du Quinton. On dit, on vous propose une maladie dégénérative, donc 30-45 ans, on développe cette maladie, il n'y a pas de traitement. Et ce monsieur, on lui préconise la suppression, par exemple, d'interrompre une grossesse d'un terme médical, et dit, mais si c'était moi, on m'aurait tué. Et cette violence, elle sort de tous les pores de la bioéthique d'aujourd'hui et de la biomédecine. C'est-à-dire le sentiment d'avoir à justifier son existence au nom de critères dont on ne sait pas exactement quels ils sont. On impose de plus en plus de normes. Et on culpabilise même des parents en disant « Attendez, c'est vous qui allez assumer... Alors quand on voit, et c'est là où j'étais très intéressé à ce que vous avez dit tout à l'heure. En fin de compte, la vraie réponse, pour moi, c'est pas les débats intellectuels sur la bioéthique. C'est les structures qu'on met en place déjà pour accueillir, aussi bien à l'hôpital que dans des soins de suite, que dans des structures spécialisées, les personnes atteintes de handicap. On fabrique des mentalités euthanasiques aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une telle indifférence de la société à toutes ces réalités que finalement, pour des parents, ils ont du mal à comprendre comment on pourra vivre avec la maladie, avec le handicap. Moi j'ai trouvé saisissant la petite Philippine au départ. Elle est de notre humanité, elle dit peut-être plus l'humain qu'on le dit aujourd'hui nous,
en tant que vaticinant sur les questions de bioéthique. Je dis, il y a à réformer notre pensée, il y a à réformer aussi l'approche des médias. Je trouve que ce que vous faites est assez extraordinaire. J'ai regardé un film que vous avez réalisé sur la bioéthique que j'ai trouvé extraordinaire. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'indécence à tenir ce type de propos. Moi, je suis sûr qu'on va me reprocher demain d'être un illuminé, etc. Comme dit Claude Durier, je suis professeur d'éthique, on va dire, mais comment on peut se permettre de dire des choses aussi transgressives? Je suis rassuré parce que depuis des années, Dominique Folchel en fait davantage que moi dans ce domaine et d'une manière plus percutante. Ce que je voulais terminer sur ce point-là. Aujourd'hui, on fait de la sélection, on fait du tri de manière indifférente. Alors, on pousse des grands cris pour dire non, non, on ne fait pas de l'eugénisme. Attendez, c'est pas de l'eugénisme, c'est autre chose. Employons les vrais mots. Aujourd'hui, on a des pratiques, c'est pas indécent, on a des pratiques eugénistes, on a des pratiques amélioristes, hein, on veut améliorer, donc il y a toutes les manipulations possibles. C'est un constat qu'on fait. Et tout à l'heure, vous disiez, quelle humanité sommes-nous à travers notre tolérance, notre acceptation, y compris lorsqu'on parle en termes de souffrance. On fabrique de la souffrance, et je termine sur une dernière anecdote. Moi, je suis président de l'association nationale, qui est l'ARS, sur la sclérose latérale amyotrophique. Nos malades, on leur annonce la maladie, 3 à 5 ans plus tard, ils meurent paralysés. Ces malades ne se suicident pas. Les seuls moments où ils commencent à douter, c'est quand il y a l'indifférence, quand il y a l'ostracisme, quand il y a des difficultés d'accueil à l'hôpital, etc. Donc pour moi, avant de parler des grandes questions de bioéthique, essayons de voir comment les personnes malades, comment les personnes vulnérables dans la société vivent ou peuvent vivre au lieu que survivre dans leur état. Et peut-être que si on interrogeait mieux nos solidarités sociales aujourd'hui, on parlerait moins de bioéthique, on parlerait moins d'eugénisme. En tous les cas, c'est des vraies réflexions du politique, des voix absolument absentes du débat aujourd'hui de la bioéthique. Dominique Folchel. Oui, on pourrait dire, pour reprendre un petit peu l'histoire, que si effectivement on savait sélectionner en diagnostic prénatal un certain nombre de gens célèbres, Mozart n'existerait pas, Schubert n'existerait pas, Purcell n'existerait pas, Stephen Hawking, le grand mathématicien, n'existerait pas, et Michel Petrucciani, le grand pianiste, aurait été éliminé. Peut-être aucun d'entre nous d'ailleurs. Et peut-être par-dessus le marché, effectivement. Bon. Et puis on peut dire que si on est promis à la mort dans les 40-45 ans parce qu'on est atteint de la Corée de Huntington, combien de gens qui ne sont pas atteints mourront à 18 ans ou à 25 sous un autobus ou dans des circonstances différentes. Donc on est dans un espèce de délire, il faut dire ce qui est. Alors comment peut-on expliquer ça? On a perdu effectivement le sens de l'humain parce qu'on n'a pas su apprivoiser la médecine, qui n'a pas su apprivoiser la science, qui n'a pas su se défaire de ces contacts sulfureux avec la technique. C'est-à-dire que quand on parle du progrès et de la recherche scientifique, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'existe que la technoscience. C'est ça le problème, c'est qu'on ne fait pas de recherche sur les cellules embryonnaires. On agit sur un embryon pour obtenir des cellules. On est dans l'action. On n'est plus dans la recherche comme on est en laboratoire, dans une fiole, une éprouvette qui contient des produits qui n'ont rien à voir avec l'humain. Cette barrière, la science l'a oubliée. C'est pour ça que Jacques Testard s'est fait tellement mal voir quand il a dit moratoire dans l'œuf transparent. Il dit j'arrête parce que je ne peux pas dire je fais de la recherche scientifique sur des humains, et Axel Kahn a très justement dit après, faire du clonage humain, c'est faire des essais d'hommes. Donc, et quand les autres vous disent je fais de la recherche, non, on ne fait pas de la recherche, on fait de l'action. Hein, la science aujourd'hui est interventionniste. La science pure, elle est bonne pour les mathématiciens et encore. Bon. Donc ça c'est un point. Attendez, je sais que je vous choque, mais... Non, tout ça, comme a dit Madame Montgolfier tout à l'heure, en fait est lié à un mot projet d'enfant. Projet d'enfant, c'est déjà un discours d'ingénieur. Comme on dit, projet industriel. Projeter, c'est le contraire de ce que fait la nature quand on couche avec quelqu'un dans un lit et qu'on a un enfant. Et comme disait Aristote, que je ne veux pas nommer, mais quand même un grand homme, la nature a son principe à l'intérieur de soi. Tandis que dans la technique, le principe est à l'extérieur. Un projet d'enfant, ça veut dire je réunis des matériaux, je trouve des intervenants, j'ai un plan, j'ai un but et j'ai des systèmes d'évaluation. Et forcément, vous extériorisez l'humain, vous l'objectivez, vous le chosifiez d'une certaine manière avec la meilleure volonté. Ça vous échappe, c'est ça le problème. La ruse de la technique, c'est que ça nous échappe. Et on est en quelque sorte encadré, prédéterminé par ça, et après on a des matériaux épars. Comment voulez-vous à ce moment-là qu'on se dise pourquoi on ne pourrait pas récupérer, pourquoi on ne pourrait pas congeler ou décongeler? Et Monseigneur Lustiger, je crois, avait eu tout à fait raison de dire, mais puisqu'on est déjà dans la barbarie, qu'on a passé toutes les normes de l'humanité, détruisez. C'est ce qu'il a dit il y a quelques années. Décongeler plutôt. Décongeler, c'est-à-dire ne vous posez pas la question, est-ce qu'au moins ça pourrait servir à... Mais dès qu'on a dit ça peut servir à quelqu'un d'autre, c'est l'horreur. Et justement, il y a une partie de ces recherches sur les cellules qui ont été en fait orientées sous couvert de la libye thérapeutique.
Alors ça fait quand même des dizaines d'années que la médecine nous promet, elle fait beaucoup de réussite, ça c'est vrai, et j'en suis ravi. Je vous félicite, monsieur le sénateur et médecin. C'est très bien, mais en même temps elle promet beaucoup, et souvent elle réussit là où elle n'a pas promis. Hein. Et d'ailleurs, on vient de le voir, il y a des dérives comme ça qui sont intéressantes. Et alors, bien entendu, ensuite, qu'est-ce qu'on va nous servir? Je peux vous donner tout de suite le prochain numéro. Ces affaires d'interruption médicale de grossesse et de DPN sont des atrocités. On ne sait pas comment annoncer. Les femmes vont avoir une triple culpabilité. J'ai donné la vie,